Stéphanie Dauget, bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre premier livre, vidéo, je vois. Vous avez un parcours spécifique et intéressant puisque vous êtes à la fois diplômé d'une école des beaux-arts à Bourges et vous avez aussi soutenu dans cette université même votre thèse de doctorat sur l'art vidéo. Voilà, donc vous êtes à la fois artiste, théoricienne et je pense que ça vous a beaucoup servi du coup pour publier ce premier livre de la collection Artès aux presses universitaires de Bordeaux. Alors le titre, tout de suite, vidéo, je vois. Je voulais que le titre de cet ouvrage soit suffisamment explicite et accessible à tous et résume en fait l'aventure commune que je voulais essayer d'explorer entre l'art vidéo et l'expérience de la perception de l'œuvre d'art. Donc Vidéo je vois, c'est un ouvrage qui propose une immersion dans les installations vidéo contemporaines, mais avec pour singularité de se situer sur le seuil de leur visibilité, à savoir essayer de se positionner du côté du spectateur, à ses côtés pour explorer les œuvres. Et le récit d'expérience des œuvres d'art prend une place bien prépondérante dans ce livre. En arpentant les installations vidéo contemporaines aux côtés du spectateur, il s'agissait de chercher à comprendre comment le dispositif qui produit les images vidéo était en mesure de venir interroger le rôle du public devant l'œuvre d'art. Ce livre, c'est aussi une libre déambulation entre les genres et les époques que permet particulièrement l'art vidéo pour formuler un engagement pour une expérience émancipée du spectateur face à l'œuvre d'art, ou parmi les œuvres d'art quand on parle de dispositif, et une sorte de réhabilitation du regard contemporain parmi l'omniprésence de ces dispositifs technologiques. Alors on dit souvent que notre monde est saturé d'images, que nous vivons dans un trop-plein d'images permanent. Ce à quoi vous faites référence, c'est bon, je suis spectateur, je vais au musée, je vais dans une galerie, et puis tout d'un coup, je suis happé, je suis fasciné par un dispositif vidéo. C'est ça? C'est ça votre enjeu? En fait, c'est mon contexte d'exploration en effet, et l'enjeu était de comprendre comment on peut encore aujourd'hui, parmi cette invasion visuelle, sans verser dans une dénonciation ou une condamnation de cette contamination du virtuel sur le réel, comment on peut encore ménager une pause salvatrice et aussi réflexive pour le regard contemporain parmi toutes ces images. Donc je me suis tournée vers des pratiques artistiques, mais aussi critiques et curatoriales, voilà, pour montrer comment tous les acteurs de l'art agissent sur cette zone dialectique en fait, entre les images et le regard, pour aider le regard à voir à nouveau, voir vraiment ces images par-delà un visuel de proximité, voilà, être capable d'aller creuser, chercher ailleurs ce qui peut se produire de singulier dans ces images sur lesquelles notre regard en général au quotidien glisse puisqu'on est habitué à évoluer parmi elles. Alors du coup on s'est trouvé face à un problème puisque un livre ne présente a priori que des textes ou des images fixes et vous avez voulu donner la possibilité au lecteur quand même d'aller voir ces images mouvantes, ces images mobiles. Quelle a été votre solution alors? Alors ma solution a été, même si elle reste voilà, lacunaire par rapport à une expérience réelle que j'encourage fortement chez le lecteur, de proposer toute une série de flashcodes à la fin de l'ouvrage, voilà, qui donnent des liens vers des vidéos, des œuvres dont je parle qui sont retransmises en ligne. Voilà, en fait, mon idée était d'essayer, je pense que dans l'idéal, peut-être à l'avenir, ce livre deviendra un jour un projet numérique, un projet vidéo, peut-être bien, puisque l'idée était d'essayer de retranscrire, même dans la manière d'écrire et la construction du livre, cette sorte de palimpseste visuel que j'ai voulu identifier dans la vidéo. Et donc le découpage du livre se déroule en 3 chapitres qui ne sont pas successifs, mais qui sont conçus comme des zones d'exploration plutôt complémentaires et qui s'entremêlent. On peut le lire dans un sens, dans un autre. Et voilà, et la présence des flashcodes vient en plus ajouter à cette idée d'encourager à faire une expérience réelle de la vidéo.
Alors, est-ce qu'on peut prendre un exemple d'expérience qui vous aurait vraiment marqué, que vous développez aussi dans le livre, une installation vidéo ou une vidéo spécifique que vous auriez envie de partager? Oui, tout à fait. Je pense à une en particulier qui, je pense, incarne bien ce que j'ai cherché, en fait, l'aventure commune qu'il y a dans toutes les pratiques de la vidéo dont je parle. Donc, afin de ménager cette fameuse pause dans l'omniprésence visuelle, il s'agit pour les artistes vidéo d'être capables de détourner, en fait, l'immédiateté qu'autorise le dispositif vidéo. C'est l'immédiateté de la transmission de l'information, depuis la captation du réel jusqu'à son transport et sa manifestation à l'image. Il s'agissait donc pour ces artistes de pouvoir insérer une faille, exposer le versant faillible de la technologie en quelque sorte, et de travailler sur des choses comme le manque, la lacune, le suspens, la disparition, que permet aussi la vidéo. Montrer que c'est aussi les autres possibles de ce médium qui est vu de prime abord comme un média finalement assez vorace, assez envahissant. Alors en 2009, à l'ISC de Boston, j'ai découvert une installation vidéo de l'artiste polonais Krzysztof Wodiczko, qui travaille sur des installations et des environnements immersifs et médiatiques qui peuvent être proposés soit dans le cadre du musée, mais aussi dans l'espace public. Il érige des sortes de monuments où il tente de raconter les conflits géopolitiques actuels, de retranscrire la guerre, et quelque part se lance le défi de présenter l'irreprésentable, de raconter l'indicible. Et pour cela, il exploite le versant faillible de l'installation technologique. Notamment, donc, dans Out of Ears Veterans Project, que j'ai pu voir à l'ICA de Boston. On entrait dans une pièce sombre, vide. Voilà, on s'attend en effet, on sait qu'il s'agit d'une installation vidéo, mais quand on entre, l'ambiance est assez feutrée, on peut s'installer, et sont perceptibles que des fenêtres en fait, mais placées en hauteur d'une salle qui est très haute sous plafond, et qui laisse juste entrevoir le ciel. On peut facilement croire, on s'attarde pas dessus en fait, parce qu'on peut facilement croire qu'il s'agit de l'environnement du musée tout simplement. Et donc on attend. Le groupe de spectateurs s'installe, on attend qu'il se passe quelque chose. Et petit à petit, en fait, le récit commence, mais le récit est sonore. Donc il y a des sons de ville, des bruits urbains qui commencent à émaner tout autour de la pièce. Et puis petit à petit, les sons augmentent, des tirs éclatent, des explosions, des pleurs, des cris. Voilà. Et ça se termine sur un cri final transperçant. Et des pleurs qui nous laissent supposer qu'il y a eu un drame dans le contexte d'un conflit de guerre. Et les seuls stigmates visibles de cette installation, de ce récit, sont des impacts de balles qui à un moment viennent quand même écorcher les vitres ou les murs du musée, et qui nous font comprendre que les fenêtres sur lesquelles on ne s'est pas trop attardé au départ sont en fait des projections vidéo. À la fin de cette expérience, en fait, ce qu'on ressent essentiellement, c'est pas la sensation d'avoir assisté à une version, à avoir été mis en contact de manière réelle, directe, voire sensationnelle avec un conflit, mais plutôt d'avoir été terré dans un coin de mémoire de quelqu'un qui aurait vécu la guerre. Et voilà, et Krzysztof Wodiczko, du coup, il travaille, il s'entoure beaucoup et travaille sur les récits des vétérans, des médecins, des soldats qui ont vécu ces expériences-là, et trouve ici une manière éthique, pudique, de raconter ce qui est inracontable au bout du compte. Donc il utilise en fait une version lacunaire d'un dispositif technique et esthétique qui pourrait tout montrer tout de suite, comme on peut le constater aujourd'hui par exemple dans les flash infos, où on nous montre à peu près tout maintenant de la violence. Il se préserve de ça et préserve le médium de ça pour réhabiliter une expérience du spectateur qui reste touché pour qui il est important d'être conscient de ce qui peut se passer dans le monde et de l'impact que ça peut avoir sur les gens, mais sans avoir à passer par une sorte de voyeurisme mal placé. Voilà, donc il y a une exploitation de la lacune vidéo et d'un effet de réel
qui peut être productif en vidéo d'une illusion totale, mais aussi voilà, d'un écart entre réalité et fiction, un écart qui est exposé au spectateur. Voilà, pour lui montrer qu'on aura toujours une vision du réel parcellaire et que ça n'empêche pas de raconter malgré tout. Je d'ailleurs aussi à cette occasion que l'art vidéo, c'est bien aussi un art du son, hein, c'est bien un art de l'image et du son comme le cinéma, mais d'une autre façon. Alors ça, c'était à Boston. Je pense à un autre cas dont vous parlez dans l'ouvrage, à Bordeaux, puisque nous y sommes, dans la base sous-marine, où là aussi on pourrait s'attendre à des images liées à la guerre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'installation d'Amos Gitaï qui a eu lieu à la base sous-marine? Oui, durant l'édition, la biennale Evento, qui a eu lieu 2 fois à Bordeaux, sur la première édition en 2009, j'étais chargée de la médiation de tout un corpus d'œuvres vidéo installées, dont l'installation d'Amos Gitaï, qui est un cinéaste, à l'origine un cinéaste israélien, qui a aussi un parcours d'architecte, ce qui n'est pas négligeable pour comprendre la manière dont il traite ses images, et qui a voulu voilà, effectuer une sorte de rétrospective dans la base sous-marine, qui est en effet un lieu très connoté, et où il n'a pas hésité un seul instant à disloquer son cinéma et le récit filmique pour proposer des extraits de ses films projetés en une grande installation monumentale dans la base sous-marine. Et c'est vraiment une installation qui nous montre que finalement, l'art vidéo est un dispositif à la fois particulièrement autonome et particulièrement perméable, puisqu'il est possible de reconfigurer à l'infini à travers ce médium le temps d'un récit organisé normalement au cinéma, de nous faire voyager, basculer dans des outre-mondes qui ne sont pas vraiment une retranscription de la réalité, mais comme on l'a vu chez Vodisco, des symptômes de ce qui peut se passer dans le monde, et d'arriver à créer une sorte un organisme à sensation, une caisse de résonance. C'était vraiment ça l'effet que produisait cette installation à la base sous-marine, et de faire du spectateur une caisse de résonance dans une plus grande, traversée de toutes parts par les forces qui agissent voilà, entre les images d'Amos Gitaï. Alors vous avez souligné le fait que Amos Gitaï soit d'abord même cinéaste. C'est peut-être l'occasion de souligner quand même à la fois la proximité et la différence entre le cinéma et l'art vidéo. Après tout, ce qu'on est en train de faire ici, c'est de la vidéo aussi, non? Enfin, le tournage. Bon, donc, mais c'est pas de l'art, enfin, je crois pas. Mais pour le public du cinéma, il est quand même très large. Le public de l'art vidéo dans les musées, il est quand même relativement restreint. Mais c'est pas la seule différence. Il y a une différence technique aussi. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Ce qui a permis, c'est ce dont voilà, je vais essayer de parler tout à l'heure, ce qui a permis la vidéo après le cinéma, c'est un transport exceptionnel du dispositif de captation et de diffusion des images. Au cinéma, on est dans une expérience, surtout à ses débuts, où la machine de projection est particulièrement valorisée. Elle est la nouveauté technique qu'incarne le cinéma. Et il y a à la fois pour l'expérience produite pour le spectateur, quelque chose de la contrainte, où on immerge le spectateur face à l'image, et en même temps la conscience, grâce aux opérations de montage au cinéma, d'un temps différé, d'une immersion dans une illusion d'un temps présent qui est en fait un temps passé retranscrit dans le récit cinématographique, un temps construit. La grande différence, c'est qu'en vidéo, cette construction, elle n'a plus besoin de passer par tout un outillage technique. Elle peut simplement être une retransmission presque directe du réel. Et c'est ce qui en fait aussi une matière particulièrement malléable, qui fait que le cinéma, l'expérience de cinéma, peut être totalement revisitée et déconstruite au musée. Alors, on parlait des différences cinéma, vidéo. Ce qui est appréciable dans ce livre aussi, c'est que vous vous intéressez surtout à des artistes vidéo contemporains,
mais vous brossez aussi, au fond, le portrait de l'art vidéo dans son ensemble. Alors, il y a d'autres livres de référence. Il y a celui de Françoise Parfait, notamment dans l'édition française. Et il me semble que ce que votre livre apporte, justement, c'est cette approche expérimentale, au fond, du spectateur de l'art vidéo, mais aussi une connaissance, au fond, générale, et notamment au début, du dispositif vidéo lui-même. Alors, au fond, et même si ce n'est pas votre enjeu direct, mais il y a un peu d'histoire. Ça commence quand, cette affaire de l'art vidéo? Alors, la technique vidéo apparaît donc au milieu du XXe siècle, en 1947, sur le continent nord-américain, bien avant l'Europe, et donc est rapidement avalée par le domaine des médias pour justement la rapidité de saisie et de diffusion de l'information qu'il implique. Et quasiment dès le début, on va dire essentiellement à partir des années 60, les artistes s'en saisissent, notamment du territoire télévisuel, qui est l'endroit où la vidéo agit le plus et de la manière la plus élargie, la plus populaire dès son commencement. Les artistes se saisissent en fait de ce territoire relationnel rapide pour formuler une critique sur le monde des médias. Donc, en effet, l'enjeu de l'ouvrage n'avait pas pour ambition de dresser tout un portrait complet du paysage de l'art vidéo depuis ses débuts. Comme vous l'avez dit, il y a des ouvrages qui l'ont très bien fait avant, celui de Françoise Parfait, Vidéo un art contemporain. Et surtout, j'invite les personnes qui voudraient se renseigner plus en détail sur toute cette histoire à aller lire tout simplement l'art vidéo de Michael Rush, qui détaille toutes les grandes caractéristiques des débuts de la vidéo. Moi, j'ai voulu, en fait, au début, en dressant quelques repères, donner des jalons dans ce paysage pour pouvoir ensuite mieux y évoluer librement. L'art vidéo, dès ses débuts, a représenté une prothèse technologique qui pouvait prolonger tout geste artistique, a eu un rôle déterminant, par exemple, dans des arts comme la performance, les arts de scène, l'art conceptuel. La rapidité en fait et la transportabilité technique qu'elle offrait en a fait quasiment un stylo pour écrire pour tous les artistes et activistes des années 60. Et puis également une machine à dessiner avec le développement des logiciels informatiques qui montre que c'est un art qui est particulièrement à même de rejouer les gestes des arts qui l'ont précédé. D'où mon parti pris en fait dans cet ouvrage de remonter dans chaque chapitre, quand j'aborde dans le premier chapitre les marges, le cadre de l'œuvre, le temps dans le second, et puis le décentrement de la position du spectateur et du lieu d'exposition qui découle du dispositif d'installation vidéo dans le troisième chapitre. À chaque fois, j'effectue une histoire à rebours de l'histoire du regard, de l'histoire du cadre, en montrant qu'il était important de pouvoir déambuler librement dans l'histoire de l'art, pour pouvoir montrer à quel point la vidéo rend sensible en fait une vérité de l'expérience réceptive que j'essaie de véhiculer, qui passe par cette réactualisation permanente, un brassage des arts les uns avec les autres et des différents régimes d'images, ce qui semblait essentiel à l'heure actuelle où on est à une ère de brouillage des genres finalement, d'être capable de restituer une limite, un seuil critique, grâce à ce médium du métissage. Merci Stéphanie Dauget. On peut en profiter d'ailleurs pour rappeler que les autres livres de la collection Artès sont consacrés à d'autres arts que l'art vidéo, et notamment juste le précédent L'art à même la ville de Marie Escorne à l'art urbain, la carte à l'œuvre de Julien Béziat consacré aux cartes imaginaires, et le premier, celui de Lydie Pearl, qui était consacré à l'art de Chagall. Le point commun entre tous ces ouvrages, et je crois que le vôtre le montre aussi suffisamment, c'est la place réservée à une iconographie très riche dans un livre de théorie de l'art. Au fond, ce qui me frappe, c'est qu'on a souvent, d'un côté, des beaux livres, entre guillemets, où le texte est parfois un peu indigent, et puis on a de l'autre côté très souvent des textes de théorie sur l'art, mais sans souci iconographique et sans la volonté de produire aussi des images intéressantes. Donc cette collection me semble se distinguer par son souci d'allier
l'aspect beau livre et l'aspect pensée sur l'art. On essaye de faire des beaux livres de pensée sur l'art. Merci encore Stéphanie Deget. Merci à vous.